Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va parler tous les deux du transport aérien. C'est un secteur que vous couvrez pour Alpha Value. Et c'est un secteur dont vous dites qu'il est à l'orée d'un immense bouleversement. Après l'apparition du low cost dans les années 2000, eh bien, on a le low cost, oui, mais pour le long courrier, et ça va bouleverser le secteur à nouveau. Alors oui, je considère que le low cost long courrier va en fait bouleverser pas autant que ce que le court et moyen courrier a pu le faire par le passé, mais bouleverser parce que les entreprises, les compagnies aériennes historiques ont réussi à asseoir leur rentabilité grâce au long courrier notamment. Et donc avec une rentabilité aussi importante, il y a clairement de la place pour les compagnies aériennes low cost de s'implanter sur ce segment-là en fait. Pour les compagnies historiques, c'était même un moyen d'éponger les pertes du court et du moyen courrier, le long courrier. Oui, exactement, parce que c'est au final des lignes qui sont très empruntées par la classe business et donc qui sont au final générateurs de marges intéressantes, contrairement au segment court et moyen courrier où là, les marges ont été grignotées clairement par les low cost. Qu'est-ce qui fait que les low cost font irruption sur le segment long courrier maintenant seulement ? Alors c'est principalement parce que de nouveaux avions sont apparus sur le secteur, notamment l'A321 Long Range qui va bientôt arriver et l'A330 qui permet déjà donc l'A330 version 200 et 300 qui permet déjà d'opérer des vols long courrier avec des capacités assez restreintes au final, sans avoir besoin de remplir un avion de 500 passagers. Parce que c'est ça la clé, c'est en fait avoir des avions qui ont des capacités restreintes parce que c'est plus facile à remplir et donc à rentabiliser. Exactement, et c'est ce qui permet à des compagnies donc low cost de s'établir entre des aéroports de plus petite taille, pas les principaux, et donc de réussir à remplir des avions qui ne sont pas d'environ 200 à 300 passagers, sans devoir donc s'établir entre deux villes principales pour pouvoir réussir à remplir un avion. En gros, c'est pas demain la veille qu'un low cost achètera un A380. Alors, il pourrait le faire, mais il faut effectivement s'établir sur des liaisons avec une forte demande et donc avec des coûts aéroportuaires assez forts. Ouais. Qui sont les mieux armés pour bénéficier de ce bouleversement ? Alors, les low cost, vous allez me dire ? Oui, alors les low cost, mais pas uniquement, enfin, ou pas forcément les acteurs qui sont déjà établis. Comme acteur déjà établi, je pense à IAG. C'est un groupe composé de British Airways, Iberia et d'autres, et qui a développé en interne une nouvelle compagnie qui s'appelle Level, et donc qui va depuis un hub d'Espagne, qui va aller s'orienter sur le marché américain. Globalement. Ils cherchent à se développer encore plus que ce qu'ils ont fait et d'autres le font également, donc au niveau des compagnies qui sont déjà présentes. Mais certains préfèrent passer par des partenariats, comme EasyJet et Ryanair le font. C'est un moyen moins risqué d'aller sur le segment, un moyen de démarrer doucement en fait. Donc ils trouvent des partenaires qui font déjà ça, c'est ça ? Exactement, oui. Alors EasyJet, c'est par exemple noué par exemple un partenariat avec Norwegian, qui est déjà bien implanté sur le low cost long courrier. Et Ryanair, eux, ils sont allés avec Air Europa, qui est basé à Madrid, et donc qui permet à Ryanair d'offrir des connexions vers l'Amérique du Sud via ce hub de Madrid. Quand on est sur le long courrier, c'est tout de même stratégique d'être dans des gros hubs. Est-ce que ces low cost vont arriver à s'implanter justement dans ces hubs pour les vols long courrier ? Alors, c'est effectivement intéressant de se poser cette question-là, mais au final, ils n'ont pas forcément besoin d'être dans des hubs majoritaires. Ils peuvent se permettre d'être dans des aéroports un peu plus petits, vu que justement les avions qui vont opérer sont de taille assez réduite et donc assez simples à remplir, même depuis un aéroport secondaire. Voilà, exactement. Alors, ok, l'irruption, encore une fois, du low cost dans le segment long courrier, ça va changer la donne.
On vient de mentionner des acteurs qui vont sans doute prendre des parts de marché. On peut considérer que pour toutes les compagnies traditionnelles, c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors, ça pourrait être une mauvaise nouvelle, mais sauf que cette fois-ci, ils ont compris qu'il fallait réagir, contrairement aux années 2000 où ils n'ont pas vraiment cru au low cost. Là, Air France, par exemple, Air France KLM donc, a décidé de lancer la compagnie Joon, qui donc va permettre qui va clairement leur permettre de réduire les coûts opérationnels, tout en opérant sur le court, mais aussi sur le long courrier, pardon. Ça, c'est pour Air France. Oui, ça c'est pour Air France et donc IAG donc ils ont décidé de le faire avec Level et Lufthansa dans le même temps eux ils le font avec Eurowings idem ils ont développé des compagnies soit en interne soit en racheter des petites compagnies. Il se dit aussi que sur le low cost finalement, en tout cas sur le transatlantique, l'avantage concurrentiel du low cost va être moindre que sur les courts et moyens courriers parce que dans la composition du prix entre, pour une part très significative, des taxes qui vont être incompressibles. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on a démontré, c'est que sur le long courrier, il y a environ 25% de réduction de prix possible pour les low cost par rapport aux compagnies historiques, alors que sur le court courrier, on est plutôt sur du 50% de réduction de prix possible entre les compagnies historiques et le low cost. Donc la possibilité est vraiment moindre, mais elle est quand même toujours existante et c'est ce qui fait que les low cost ne devraient pas autant s'asseoir sur le marché que ce qu'ils ont pu faire sur le court courrier. Ouais. Mais en tout cas, ça va encore une fois faire bouger les lignes significativement. Oui, exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les compagnies majeures ont tendance à réagir aussi vite. Ils savent très bien qu'ils vont être attaqués sur un marché qui est rentable et donc sur lequel il va falloir qu'eux aussi se positionnent. Ouais. Si on doit faire un panorama du secteur des compagnies aériennes, il faut qu'on mentionne d'autres facteurs qui peuvent agiter le marché, et notamment les low cost, c'est le Brexit, puisque deux des principaux low cost sont Ryanair et EasyJet, qui ont une flotte sous pavillon britannique. Alors, est-ce que le Brexit n'est pas un danger pour ces deux sociétés ? Alors, je pense qu'il l'est plus surtout pour Ryanair qui a en fait beaucoup de connexions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, comme EasyJet, mais Ryanair a aussi également beaucoup de connexions à l'intérieur du Royaume-Uni et a toujours eu besoin d'avoir une relation vraiment étroite entre l'Union européenne et donc le Royaume-Uni. Et l'obligation d'avoir la majorité des actionnaires de Ryanair comme d'EasyJet qui soient à l'intérieur de l'Union européenne va les obliger, eux, probablement à obliger les actionnaires de leur propre société à revendre leur part, ceux qui sont donc des actionnaires basés au Royaume-Uni, à revendre leur part à des actionnaires d'Union européenne. Donc pour changer de pavillon finalement. Exactement, oui, pour devenir majoritairement donc des entreprises de l'Union européenne. Oui, parce que si on se retrouve dans un cas de hard Brexit, ces compagnies pourraient se voir interdire des aéroports cruciaux pour elles. Ah oui, on peut clairement imaginer, dans le cadre d'un hard Brexit, que Ryanair ne puisse plus du tout voler entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, tant qu'un nouvel accord n'est pas trouvé ou tant qu'une solution n'est pas trouvée. Oui. Et donc ça serait vraiment un problème pour eux au niveau des capacités qui sont allouées sur ces routes-là. Et il sera obligé de clairement les redistribuer à travers l'Union européenne. Donc ça serait vraiment il y aurait vraiment une surcapacité à court terme sur le marché. Ouais. L'autre facteur perturbant du marché et de la lecture qu'on peut en avoir, ce sont les prix du pétrole, qui ont eu tendance à bien monter ces derniers mois. À quel moment ça peut avoir un impact très sérieux, très dommageable pour les compagnies aériennes, qu'elles soient low cost ou traditionnelles ? Alors, vu que les compagnies low cost ont tendance à être les plus exposées au prix du pétrole, surtout parce que le pétrole représente la majorité de leurs coûts opérationnels, et ça représente une part beaucoup plus importante que celle des compagnies historiques,
c'est elles qui vont beaucoup plus subir la hausse du pétrole. Alors à court terme, c'est pas suffisamment significatif pour que ça les impacte, surtout qu'elles sont hedgées. Par contre, Couverte, c'est ce que vous voulez dire. oui, exactement. Et par contre, sur le long terme, là, c'est beaucoup plus dommageable pour elles parce que voilà, c'est ce qui va fortement augmenter leur coût opérationnel. Ouais. Donc, si on fait un peu le résumé, vous nous dites bah, les low cost voient un nouveau marché s'ouvrir à elles grâce à l'arrivée de nouveaux appareils qui leur permettent donc de dégager des rentabilités sur des vols long courriers. Ça, c'est un point positif pour elles, négatif pour les compagnies traditionnelles, même si, encore une fois, elles seront moins impactées parce qu'elles réagissent, elles créent leur propre compagnie, et puis il y a une histoire de composition du prix dans lesquelles il y a beaucoup de taxes, et là, de toute façon, on ne peut pas baisser. Ouais. Voilà, le prix, trop, du coup. L'autre facteur, là, qui est plus dommageable pour des compagnies low cost de premier plan que sont EasyJet et Ryanair, c'est le Brexit. Aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il pourrait y avoir tout de même un peu de perturbation, notamment en cas de hard Brexit. Donc ça, c'est un risque. Troisième risque, c'est l'augmentation des prix du pétrole, ce qui ne favoriserait pas, encore une fois, les low cost. Donc, dans ce paysage très contrasté, quels sont vos premiers choix, vous, en tant qu'analyste? Alors, ce que je considère vraiment comme entreprise, comme une compagnie aérienne solide en ce moment, c'est EasyJet et IAG. Alors EasyJet, tout simplement parce que ils ont un modèle low cost, mais qui leur permet d'aller se tourner vers la clientèle business sur des liaisons entre des aéroports principaux. Je pense notamment à la liaison Genève-Londres, donc très orienté business, et qui leur permet d'avoir du coup un pricing power intéressant parce que c'est sur des aéroports qui sont déjà vraiment très remplis, très, très contraints. Donc en augmentant leur capacité, comme ils vont le faire prochainement avec l'arrivée de nouveaux appareils comme le 321 Neo, ça va leur permettre en fait d'augmenter les capacités sur des routes qui sont justement Déjà tendu. voilà, déjà très tendues, où il n'y a pas la possibilité d'augmenter le nombre d'appareils en fait. Donc c'est pour moi un Donc, ils driver augmenteront les intéressant. capacités, ils pourront même passer des hausses de prix. Exactement, ils pourront augmenter leur capacité sur des lignes où la demande est forte et où donc leur pricing power, leur pouvoir d'augmenter le prix comme ça est vraiment important. Ouais. Donc EasyJet, ça c'est le premier choix. Donc c'est le principal motif que vous retenez et la principale explication à la solidité que vous constatez chez EasyJet. Exactement, parce que même si au final ils vont probablement subir la hausse du pétrole, enfin comme le fera Ryanair, ils pourront eux beaucoup mieux transférer cette hausse des coûts opérationnels sur la hausse des prix offerts aux passagers. Mais il y a une épée de Damoclès, c'est le Brexit et la manière dont les choses se passent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Autre compagnie, donc IAG. Alors IAG, ouais, c'est un groupe vraiment solide avec donc composé de 5 compagnies aériennes maintenant, et on peut imaginer qu'ils continuent à grandir. Ça leur permet vraiment d'avoir un réseau qui leur permet d'asseoir leur présence en Europe et donc de mieux gérer les coûts, mais aussi les transferts entre leurs différentes connexions. Et leur capacité stratégique à se tourner vers le low cost long courrier comme ils l'ont fait avec la création de Level, ça c'est pour moi des choix qui vont leur permettre de vraiment dynamiser leur réseau et donc continuer à offrir des routes profitables sur le futur. Donc Level qui se tourne vers l'Amérique du Sud, qui a ouvert déjà une base à Barcelone et qui va en ouvrir une nouvelle à Orly. Donc là, clairement une menace pour Air France KLM qui a comme base, une des bases principales, c'est Orly. Et donc il se voit attaqué sur son propre territoire par IAG. Oui, pour moi, c'est surtout que Orly est un aéroport assez tendu et dans lequel il y a une forte demande de la part des passagers. Donc pour IAG, ça ouvre des perspectives très intéressantes. Bon, c'est une mauvaise nouvelle pour Air France, ça, on l'a compris. Exactement. Donc vos deux choix pour le moment, EasyJet et IAG, ce sont vos top picks, vos premiers choix dans le secteur de l'aérien. Marc, merci. Merci Vincent.